Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, la nouvelle émission de Bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec Patrimoine thématique. Patrimoine thématique où tous les lundis, nous faisons un point sur les tendances en matière d'immobilier. Aujourd'hui, nous reviendrons avec Arnaud Groussac de Patrimoine Store sur l'attrait de l'Ouest vis-à-vis des Français et les raisons de cet attrait. Et puis ensuite, dans Enjeux Patrimoine, nous nous intéresserons à un aspect très important de la construction et surtout de la gestion de son patrimoine, à savoir la protection de son conjoint et de ses enfants, et ce, en anticipant en amont son régime matrimonial et son évolution. Nous en parlerons avec Vincent Martin, ingénieur patrimonial chez Erez, et Antoine Hurel, notaire associé au cabinet Morel Darle Notaire. Et puis dans la deuxième demi-heure de notre émission, nous serons ensuite rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de décrypter le monde de la gestion de patrimoine avec des conseillers en gestion de patrimoine, des CGP, mais pas que. Nous serons également accompagnés de chroniqueurs, tous experts du secteur patrimonial qui décortiquent pour vous chaque jour des investissements, des tendances ou nous apportent leurs conseils concrets dans la construction de son patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous regardez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique, je le disais en introduction, s'intéresse tous les lundis à l'immobilier et aux tendances donc dans l'immobilier. L'immobilier est un marché en pleine évolution depuis plusieurs mois en lien avec la pandémie, mais aussi avec l'évolution des prix dans certaines villes, dont la capitale, donc Paris. La tendance montre d'ailleurs que la capitale perd légèrement de son attrait, même si celle-ci n'est pas moins aimée pour autant, alors qu'au contraire, l'ouest de la France bénéficie de cette envie de sortir des grandes villes et donc de Paris. Nous en parlons avec Arnaud Groussac, fondateur et président de Patrimoine Store. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour. Alors Patrimoine Store, je rappelle rapidement, vous accompagnez les porteurs de projets dans l'investissement locatif, donc oui, dans toute la vie de leurs achats immobiliers et donc dans leur investissement locatif. Vous avez donc une vue assez globale des envies des investisseurs, des achats, où est-ce qu'ils se situent, à quel prix, comment ça se passe. Est-ce que vous constatez ce qu'on pressent, ce qu'on lit un petit peu, cette ruée vers l'ouest, comme on pourrait l'appeler, des gens qui veulent aller vers l'ouest de la France? Alors oui, effectivement, on voit deux tendances fortes parce qu'il faut dissocier à la fois le client qui va acheter pour y habiter et celui qui va acheter pour louer. Bien sûr. Et sur les deux niveaux, on constate une tendance à s'écarter du centre-ville. Alors pour ceux qui veulent habiter, effectivement, il y a un attrait pour toute la côte atlantique aujourd'hui, de Brest jusqu'au Pays Basque. On va y revenir après certainement avec les transports qui sont un enjeu clé aujourd'hui. Et les locataires qui, eux, vont chercher à plus quitter les centres-villes pour aller dans les proches banlieues, tout simplement pour une raison fondamentale, avoir un peu plus d'espace. Aujourd'hui, un locataire ne va pas forcément faire 1h30 de TGV toutes les semaines pour aller bosser à Paris, mais il va avoir besoin de mobilité à l'intérieur d'une métropole, et ça on le constate de manière très importante, avec notamment un retour en force des rez-de-chaussée avec jardin qui sont privilégiés aujourd'hui dans les premières et deuxièmes couronnes. Ah, c'est amusant ça de voir que les rez-de-chaussée reviennent à la mode, alors que généralement c'est plutôt le bien dans l'immeuble qui plaît le moins finalement à ceux qui veulent acheter ou même ceux qui veulent louer tout simplement. C'est ça, exactement. C'était souvent la fin de stock historiquement, mais aujourd'hui en fait le premier confinement a vraiment laissé des traces sur le manque d'espace. Donc les locataires aujourd'hui vont chercher plus d'espace et il en va de même aussi pour les gens qui achètent pour vivre. S'ils s'éloignent, c'est surtout au-delà du cadre de vie, avoir plus de place et soit une maison, soit des appartements plus grands. Et on a constaté, nous, au travers de nos différentes études, des différences fondamentales en termes de surface et qui justifient, du coup, grâce au télétravail, de s'éloigner d'une heure ou d'une heure et demie de la capitale. Alors, si on parle de surface, tout d'abord, donc c'est vraiment la raison numéro une, en fait, c'est on va chercher plus d'espace, potentiellement peut-être plus d'accès à l'extérieur également. Alors exactement, il va y avoir l'espace, il va y avoir l'extérieur et il va y avoir le cadre de vie. Souvent, quand on interroge les gens qui achètent, c'est on veut offrir un meilleur cadre de vie à nos enfants, un peu moins de pollution, un peu plus de facilité, un peu plus de verdure, un peu plus de campagne, même si on reste proche des villes, parce qu'il faut quand même bosser en télétravail. Voilà. C'est ça, donc là on dit proche des villes, c'est pas forcément que Paris, en fait on veut quitter des grandes villes pour aller un petit peu plus à l'extérieur, pour aller chercher plus d'espace. Vous avez sur chaque métropole à peu près le même mouvement, alors plus marqué sur Paris parce que les espaces intramuros parisiens sont tellement chers que du coup on va accepter d'aller à entre 30 minutes et 1 heure de transport en commun pour avoir plus d'espace sur première, deuxième couronne. Donc là, c'est plus marqué sur Paris, mais sur les autres métropoles, on le remarque aussi avec les premières couronnes qui sont aujourd'hui très recherchées.
Et alors, on va chercher plus d'espace. Et est-ce qu'on a effectivement plus d'espace quand on quitte les grandes villes? On imagine que oui, on imagine que les cœurs de ville sont plus chers. Exactement. Mais est-ce qu'on en a effectivement beaucoup plus? Alors oui, on en a ça dépend des métropoles. Alors déjà, ce qu'il faut situer, c'est que vous allez aussi avoir plus d'offres sur les premières et deuxièmes couronnes que sur du centre-ville, où on a souvent une offre assez restreinte. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Même si la tendance... L'immobilier ancien, aujourd'hui, est relativement cher dans les grandes villes, et vous avez quand même peu d'offres. L'immobilier neuf, aujourd'hui, est quand même en pénurie de stock de manière générale, mais vous arriverez quand même plus à trouver chaussures à votre pied sur une première et deuxième couronne. Et bien sûr, ça dépend aussi des métropoles. Celles qui sont dans une continuité politique ont plus d'offres que celles qui sont dans une vraie rupture aujourd'hui. Mais globalement, on arrive quand même à trouver un peu plus en première et deuxième couronne. Alors pour vous répondre en termes de surface, sur la surface. On a mené chez Patrimoine Store 2 études différentes. La première, c'était de se dire, si on s'éloigne de 30 minutes du centre des grandes métropoles, qu'est-ce qu'on gagne en surface? Et si on s'éloigne à 1 heure de Paris, qu'est-ce qu'on gagne aussi? Alors du coup, sur les grandes métropoles, la seule qui fait exception, c'est Lille. D'accord. Si vous éloignez du centre-ville, vous aurez à peu près la même surface. Et ensuite, vous aurez à Bordeaux 17% de plus de surface, si vous vous éloignez à 30 minutes. À Nantes, ça va être 25%. Et bien sûr, à Paris, où ça va être 50% de plus de surface si vous vous éloignez à demi-heure de transport. Donc c'est quand même assez conséquent. Effectivement, on gagne pas mal d'espace. Alors après, la question, c'est que là, vous nous dites une demi-heure ou 1 heure. Je peux aller partout. Je peux aller. Là, je peux faire la circonférence autour de la ville et aller partout. Exactement. Pourquoi cette ruée vers l'ouest de la France? Alors principalement, ce qui va ressortir aujourd'hui des études, ce sont les grandes villes proches de la façade atlantique. D'accord. Parce qu'elles sont souvent bien desservies en transport par rapport à Paris. Mais vous avez Brest, vous avez La Rochelle, vous avez Bordeaux, vous avez le Pays Basque, et vous avez aussi Nantes-et-Rennes avec un peu moins d'attrait aujourd'hui. Mais c'est principalement le côté façade atlantique qui plaît pour le cadre de vie, pour la proximité de l'océan, pour le climat aussi, même s'il pleut pas mal. Mais voilà. Ça peut arriver, effectivement, cet été notamment. Ouais. Exactement. Mais c'est vraiment le cadre de vie paisible et sain que les gens vont rechercher quand ils vont s'éloigner. Voilà. Alors, c'est étonnant d'entendre Brest parmi les villes que vous citez, parce qu'effectivement, Bordeaux, on avait vu cette tendance notamment de Parisiens qui allaient vers Bordeaux, une tendance qu'on imagine toujours actuelle aujourd'hui, d'après ce que vous nous dites. Et comment se fait-il que Brest soit remonté dans le cœur des gens qui veulent quitter une grande ville pour aller s'installer sur la côte? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, pour les Parisiens, Normandie, Bretagne sont toujours des zones qui ont beaucoup plu en termes d'attrait et de qualité de vie. Vous avez la loi Pinel-Bretagne qui a été mise en place aussi pour essayer de répartir sur le territoire les investissements et de ne pas les concentrer sur une seule ville, Brest, puisque en Bretagne, vous n'avez que 2 villes éligibles, sur le Finistère. Et du coup, Brest est aussi relié. Vous avez un aéroport, vous pouvez y aller en TGV, même si ce n'est pas une LGV, et c'est une ville où vous avez l'infrastructure. Aujourd'hui, vous avez l'infrastructure, télécom, qui vous permet aussi de travailler en télétravail, ce qui n'est pas le cas de petites communes reculées, par exemple en Bretagne. Donc Brest va concentrer finalement cet attrait pour à la fois la côte atlantique et le télétravail, tout en étant à 2 heures de Paris ou 1 heure avec l'avion. Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait... quitter une grande ville et aller effectivement sur la côte, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir ou y trouver du travail ou pouvoir conserver son activité dans la ville dans laquelle on avait une activité avant. Exactement. En fait, aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins des deux. C'est-à-dire que vous avez les gens qui vont se dire oui, on change de vie. OK, on change de région, on retrouve un job et ça va aider aussi dans le maillage du territoire à répartir les talents parce qu'en région aussi, vous avez des belles entreprises. Et vous avez ceux aussi qui sont en attente de bien valider que le télétravail va bien être effectif dans les 2-3 prochaines années. La tendance qui arrive aujourd'hui, c'est qu'effectivement... Donc ceux-là, ils attendent de partir. Voilà, ceux-là, ils attendent de partir. Et la tendance, c'est effectivement que les grands groupes vont quand même arriver à le généraliser. Les petites entreprises auront plus de mal à généraliser le télétravail. Et là, du coup, l'enjeu de l'infrastructure télécom va être fondamental au niveau des métropoles. Je regardais un petit peu les chiffres qu'on pouvait trouver sur cette tendance et je voyais qu'en Bretagne et Normandie, 15 à 20% des nouveaux acquéreurs viennent d'Île-de-France. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, ils ne sont pas encore tous partis d'Île-de-France pour aller rejoindre les régions. Ça peut être une tendance qui va s'accélérer. Alors, ça peut être une tendance qui va surtout durer dans le temps. Je pense que le pic initial lié au Covid et à l'effet confinement, lui, est passé. Maintenant, ça va être une tendance de fond qui va rester. Vous avez la Bretagne, mais après, en descendant aussi, vous avez le centre de la France qui a pris beaucoup d'habitants du Limousin, par exemple. Et ça va
continuer parce que vous avez des gens qui ont fait aussi le choix de changer de vie et de ne plus subir leur vie. Donc ça a été finalement plus un accélérateur de décision, la partie Covid. Et là maintenant, le télétravail va être un régulateur et les gens vont accepter vont aménager plutôt leur vie au fur et à mesure de leur validation du télétravail. Et l'investissement locatif, du coup, suit la même tendance aujourd'hui ? Alors, il faut juste zoomer un peu plus sur les métropoles. Oui, l'investissement locatif, aujourd'hui, les demandes sur la plateforme, sur le site internet, ça va être effectivement pour de la première couronne. Donc on reste très focus sur les métropoles. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est sur de la zone tendue, donc il y a quand même une profondeur locative qui est importante. Et un locataire n'aura pas les moyens d'habiter à 1h30 de Paris, de faire les allers-retours en TGV. Sur Bordeaux, c'est pareil. Le locataire ne va pas habiter à 1h30 de Bordeaux, ça va être compliqué. Donc on est prêt à être propriétaire à 1h30 de Bordeaux, mais pas forcément locataire à 1h30 de Bordeaux. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, dans l'investissement immobilier aujourd'hui, c'est vraiment la tendance de fond. Sur toutes les métropoles, nous, les investisseurs, nous demandent de la première, voire deuxième couronne si on est en Ile-de-France, pour deux raisons. On a des prix d'achat qui sont encore intéressants et on a une rentabilité qui est bonne, puisqu'on va pouvoir se placer principalement au plafond de la loi Pinel en loyer. Et donc, du coup, un bon équilibre entre profondeur locative, prix d'achat et du coup, un attrait pour les locataires. Donc, si je comprends bien, la tendance qui se dessine, c'est on loue à l'intérieur des villes et on achète en dehors des villes, c'est ça ? Ou c'est encore un peu trop tôt pour le dire ? C'est encore un peu trop tôt parce qu'il va falloir voir aussi comment et ça va être un des grands enjeux de demain, comment l'étalement des transports à l'intérieur des métropoles va se faire et va s'opérer. On a Paris qui est extrêmement bien desservi sur ses premières et deuxièmes couronnes, ce qui n'est pas le cas de toutes les métropoles. Donc il va falloir voir comment ça se densifie. Il y a des métropoles qui ont choisi d'augmenter leur réseau de transport. Donc vous avez par exemple Lille qui va livrer aussi 2 lignes de tram, vous avez Toulouse aussi, et les autres métropoles, il va falloir voir comment elles arrivent à résoudre ce problème-là, parce qu'être à demi-heure, 3/4 d'heure, si c'est pour y aller tous les jours, ça va être compliqué. Merci beaucoup Arnaud Groussac d'avoir détaillé pour nous cette tendance donc de ruée vers l'ouest dans l'immobilier français. Arnaud Groussac, je rappelle que vous êtes fondateur et président de Patrimoine Store, et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine où nous décryptons chaque jour, comme son nom l'indique, un enjeu ou une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à votre régime matrimonial. Oui, célibataire, marié, pacsé, les incidences ne sont pas les mêmes dans la construction et la gestion de son patrimoine. Nous en parlons donc avec Vincent Martin, ingénieur patrimonial chez Erez. Bonjour Vincent Martin. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Antoine Hurel, notaire à Paris. Bonjour Antoine Hurel. Bonjour Nicolas. Alors c'est intéressant de vous avoir tous les deux en plateau parce que Antoine Hurel, on vient vous voir un petit peu à toutes les étapes de sa vie, quand on veut se marier, quand on veut acheter un appartement, quand on veut potentiellement créer une entreprise. On va voir pourquoi on vient vous voir également. Et Vincent Martin, on vient vous voir peut-être pas à toutes les étapes du début de sa vie, mais très rapidement également quand il faut réfléchir un petit peu à la manière de gérer au mieux son patrimoine. Et on ne fait pas forcément le lien, enfin c'est vous qui allez nous le dire, mais est-ce que du coup, Vincent Martin, est-ce qu'on fait le lien forcément entre la construction de son patrimoine et la gestion de son régime matrimonial ? Est-ce que c'est quelque chose d'évident ? Pas forcément, parce que les gens voient le mariage, le mariage c'est un peu la sacralisation de l'amour, du couple. On ne voit pas forcément les conséquences patrimoniales et fiscales que peut avoir le choix du régime matrimonial. Donc souvent, en l'absence de toute convention de précision, on va être sous le régime légal, donc de la communauté de biens réduite aux acquets. Et les gens ne savent pas forcément que des régimes spécifiques existent en fonction de leurs objectifs, de leur situation personnelle, notamment ce que vous disiez, la création d'une société, donc un créateur d'entreprise, ou des personnes qui vont vouloir avoir comme objectif de protéger leur conjoint, d'acquérir de l'immobilier, et il y a des conséquences particulières. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir un conseil sur ce point, en collaboration avec les notaires, bien entendu. Alors, il y a 2 points que vous nous donnez, l'immobilier et l'entreprise. On va y revenir. Juste avant, Antoine Hurel, quand on vient vous voir, par exemple, pour un achat immobilier, donc on vous dit, très bien, je vais signer une promesse de vente, j'ai fait une offre, merci de prendre la suite, entre guillemets, puisque maintenant je m'en remets à vous. Est-ce que ça vous arrive souvent de dire... Attention, réfléchissez peut-être d'abord à votre régime matrimonial avant de vous lancer automatiquement dans cette première étape de vie, par exemple. Oui, effectivement, ça arrive très, très souvent. Le notaire est là pour donner une vision et des conseils vraiment de manière globale et pas uniquement focus sur l'immobilier. Donc, effectivement, il faut
élargir la réflexion. Et effectivement, le régime matrimonial se pose. Le régime matrimonial, juste rappeler, c'est selon l'ensemble des règles légales ou de contrats que les époux choisissent, qui vont régir leur vie patrimoniale pendant toute la durée du mariage, donc c'est-à-dire mariage jusqu'au décès ou le divorce. D'accord. Ouais. Donc voilà, c'est les obligations finalement durant la vie du couple, mais aussi finalement le jour où il y a potentiellement une fin de couple ou autre. Oui, ça a une incidence effectivement sur la fin du patrimoine des époux, et donc ça peut avoir effectivement, vous le rappeliez, communauté, c'est moitié-moitié. Donc on imagine un camembert, à partir du moment où on se marie, 1 euro de gagné par vous, 2 euros de gagné par moi, c'est 3 euros à partager. Ça, c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas forcément que les 2 euros que vous allez gagner, vous allez être obligé de me les partager. Hein. Mais ça, c'est selon un régime spécifique. On va les détailler ensuite. Exactement. Donc, je rappelais les régimes matrimoniaux, c'est ça. Et c'est uniquement pour les gens mariés. Pour les gens qui ne sont pas mariés et seulement pacsés, il y a la loi qui s'impose automatiquement avec un régime de séparation de biens de la loi, et on peut aussi venir faire un contrat de mariage. Et donc le rôle du notaire, comme vous le disiez, c'est justement de conseiller, parce que à chaque étape importante du moment de sa vie, il faut faire les bons choix juridiques. Et donc le notaire est là pour aider à contractualiser en fait l'avenir un peu des clients. Et donc à l'occasion d'un achat, oui, il faut se poser en se disant, est-ce que j'ai fait un contrat de mariage, est-ce que je veux en faire un, est-ce que je peux le changer, voilà, toutes ces choses-là et ces conseils, on peut les donner à ce moment-là. Parce que du coup, il y a le célibat, le Pacs, le mariage, et au sein même du mariage, en fait, il y a plusieurs régimes matrimoniaux envisageables, c'est ça ? Oui, c'est cela. Il y en a combien ? C'est cela, il y en a 4. D'accord. Il y en a 4. Le premier, c'est le régime de la communauté réduite aux acquets. Ça veut dire que le patrimoine est concerné uniquement et par les acquets, les acquisitions des époux, l'exemple que je vous donnais tout à l'heure pendant le mariage. Voilà, postérieur au mariage. Ouais. Et dans ce contrat, qui est le régime légal, en fait, qui n'est pas un contrat, qui est le régime légal, qui est le régime d'un certain nombre de Français, comme j'imagine vous pouvez le constater. Quand vous dites régime légal, ça veut dire que si jamais je ne précise pas, ce sera forcément celui-là. C'est ça, de facto. Ouais. Et donc ce régime, c'est l'enrichissement des époux moitié-moitié, hormis les époux, ce que reçoivent les époux par succession ou donation. Ça, c'est en dehors, ou ce qu'ils avaient le jour de leur mariage. D'accord. Ça, c'est le premier régime légal automatique, sous lequel une grande partie des Français sont mariés. Ensuite, la séparation de biens, qui est l'inverse. Chacun fait ce qu'il veut. Je gagne 1 euro, même vous après, gagnez vos 2 euros, vous les dépensez, ça reste vos 2 euros. Troisième régime, qui est un peu moins connu, qui est la participation aux acquets. En gros, c'est je suis en séparation de biens, je suis un chef d'entreprise, je veux faire mon business comme je veux, je ne veux pas être embêté, mais à la fin, je veux partager avec ma femme. D'accord. Par exemple. Mais à la fin, c'est quoi à la fin ? Divorce ou décès. D'accord. Voilà, ok. Malheureusement, c'est toujours même. Et puis la communauté universelle, que vous voyez peut-être avec des gens retraités, où là, on est plus en fin de parcours de vie de couple. Et à ce moment-là, on veut vraiment se surprotéger et faire une seule masse globale de tout en disant, si je décède, je veux que tu aies tout. Alors, c'est intéressant parce que vous dites à ce moment-là, donc ça laisse entendre que potentiellement on peut faire évoluer son régime matrimonial dans le temps. Juste avant, Vincent Martin, là on a eu un peu les définitions que nous a fait Antoine Hurel sur les différents régimes matrimoniaux qui existent. Je rappelle que donc ça c'était pour le mariage, mais il y a aussi d'autres possibilités de choix de vie. Pourquoi est-ce qu'il est important de choisir ou en tout cas d'adapter son régime matrimonial à la construction de son patrimoine ? Quels sont les risques dont il faut se prémunir ou à quoi faut-il penser et qu'est-ce qu'il faut anticiper ? Alors, dans la pratique, on voit souvent, donc on prend le cas du créateur d'entreprise ou de l'artisan, du commerçant qui va avoir une activité à risque. Comme on parle de communauté du patrimoine, on parle aussi de solidarité dans les dettes. D'accord. Qui sont autres que les dettes ménagères. Donc, en fonction du régime matrimonial, notamment le régime de la séparation des patrimoines, qui dit patrimoine séparé, dit dette séparée. Donc, prenons un artisan qui aurait des créanciers. Les créanciers pourraient venir saisir le patrimoine de l'époux artisan, mais pas le patrimoine de son époux qui aurait un patrimoine séparé. Ça, c'est si jamais on s'est bien préparé, parce que le risque, finalement, c'est qu'on vienne saisir les biens ou qu'on vienne finalement demander à l'époux qui n'exerce pas l'activité d'artisan de rembourser les dettes de celui qui a l'activité d'artisan. Exactement. On peut venir saisir le patrimoine propre de chaque époux, dans le régime légal par exemple, le patrimoine propre de l'époux artisan et le patrimoine commun. On ne pourra pas venir saisir par contre le patrimoine propre de l'époux qui n'est pas artisan. Mais on voit qu'il y a un risque sur le patrimoine commun qui peut intégrer la résidence principale ou d'autres biens. Donc, parce que quand vous dites patrimoine propre, par exemple, c'est que vous donniez l'exemple d'une succession tout à l'heure. Je touche un petit peu d'argent, je ne suis pas effectivement l'artisan en question, je suis le conjoint. On ne pourra pas venir saisir cette somme-là. En revanche, si cette somme-là est utilisée comme apport pour l'achat d'une résidence principale, on pourra venir saisir la résidence principale. Alors, il y a des spécificités avec la résidence principale, mais disons que le patrimoine qui est commun, il y a un risque
au niveau des créanciers, même si les créanciers correspondent à des dettes propres, des dettes pas propres, mais des donc dettes la résidence principale, pas forcément, parce qu'on protège effectivement les gens qui y vivent, mais si c'était une résidence secondaire, là pour le coup, ça rentrait dans la... D'accord. Voilà. Il pourrait y avoir un risque. Exactement. Donc il y a des choses à faire avant, alors soit avant la création de la société, soit justement après, donc avec la possibilité de changer de régime matrimonial qui a été simplifié, puisqu'avant on avait un délai de 2 ans qui est obligatoire entre le premier régime et ensuite le changement. Aujourd'hui, on peut changer à tout moment. La procédure est simplifiée. On n'a plus besoin d'avoir recours au juge des tutelles quand on a des enfants mineurs. Et le coût reste minime. Donc ça, je pense que voilà, le maître le confirmera. Donc il y a des possibilités de venir changer son régime matrimonial ou de venir l'adapter. Donc par exemple, en passant d'un régime de communauté à un régime de séparation, de venir intégrer des avantages matrimoniaux avec une clause d'exclusion des biens professionnels afin d'éviter justement ces risques liés aux créanciers de l'artisan, de l'entrepreneur, du gérant de société. Les avantages matrimoniaux, qu'est-ce que c'est, Antoine Hurel ? Alors, les avantages matrimoniaux, c'est le fait de pouvoir protéger ou surprotéger son conjoint à l'occasion d'un décès, notamment. Je reviens juste sur le sujet d'aujourd'hui. Il faut vraiment avoir conscience que, comme vous le disiez, il y a une incidence importante du choix ou du non-choix du régime matrimonial. Et on s'en rend compte tous les jours. Quelqu'un qui dit, par exemple, je suis marié en communauté, j'ai hérité d'un studio et puis ça produit des loyers. Dans mon esprit, les loyers sont pour moi. Bah oui, bien sûr. Oui, parce que vous me donniez l'exemple tout à l'heure de la succession ou de la donation. C'est une exception. Dans le régime de la communauté, les loyers que va produire un bien que j'ai reçu d'une vieille tante, je le dois le partager avec vous dans mon exemple. C'est un revenu du couple. Exemple. Voilà, exactement, c'est un revenu du couple. Il y a plein d'autres exemples. Il faut quand même lire toutes les lignes, effectivement. Voilà, vous voulez acheter un bien à 60-40 parce que on a fait nos calculs. Ça n'est pas possible dans une communauté. C'est soit moitié-moitié, soit uniquement moi, parce que j'aurais reçu plus que 50%. Donc les règles sont assez techniques. Il faut vraiment consulter un notaire avant d'aller se marier. C'est vraiment le conseil qu'on peut donner. Ça coûte rien, le conseil est gratuit. Donc allez-y, franchement. Et puis pour faire le bon choix. Et après, on peut changer tout ça de régime matrimonial. Mais quand on change de régime matrimonial au bout de 3-4 ans, 5 ans, 10 ans, il y a déjà en fait un patrimoine qui s'est constitué. Et là, pour le coup, ça peut coûter cher. D'accord. Ah oui, parce qu'effectivement, là, les enjeux sont plus les mêmes. Exactement. Du coup, effectivement, et il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette première période, des 4-5 premières années. Et là, il peut y avoir des frais inhérents à cela, notamment une fiscalité de partage. Donc voilà, faut bien... Faut anticiper tout ça. Je reviens sur la question des avantages matrimoniaux, parce que du coup, on essaie de donner un petit peu, dans le temps imparti, des quelques clés, effectivement, sur ce régime matrimonial. Donc, on a déterminé les différents régimes, les avantages matrimoniaux. Qu'est-ce que c'est, du coup ? C'est une manière de concilier plusieurs mondes ? Oui, alors en fait, il faut savoir, on ne parle pas du décès, là, mais on est obligé d'en parler 2 minutes. Le régime matrimonial dont on parle n'a pas d'incidence sur le décès. D'accord. Les règles sont les mêmes que vous soyez en séparation de biens, en communauté, en participation aux acquêts. Simplement, dans une communauté, ça va être très simple, on va faire moitié-moitié. Moitié pour le conjoint, moitié dans la succession. En séparation de biens, chacun ses billes. D'accord. Les avantages matrimoniaux, c'est le fait de se surprotéger. La protection de base, c'est la loi qui permet à l'époux de recevoir une partie avec les enfants. La protection numéro 2, c'est la donation entre époux, la donation au dernier vivant, vous avez peut-être entendu parler. Vous allez chez un notaire et vous faites un contrat qui vous protège. Et l'avantage matrimonial, c'est une sorte de testament. Donation entre époux, ça veut dire la même chose. C'est des termes un peu différents, mais ça veut dire la même chose. L'avantage matrimonial, c'est dans le contrat, dans le régime matrimonial, on va dire, il y a une super clause de toute façon qu'on ne peut pas se remettre en cause, nous, et qui va nous permettre d'avoir la résidence principale en totalité, la totalité du patrimoine, des clauses de préciput, c'est un peu des noms barbares, mais enfin, en tout cas, voilà, c'est des surprotections en cas de décès. Vincent Martins, alors du coup, effectivement, on parle de régime matrimonial et du coup, parfois on donne l'exemple de la création d'entreprise, parfois on donne l'exemple de l'immobilier. On a bien compris que finalement, c'était les deux grands piliers. Imaginons, première étape de la vie d'une personne, donc achat immobilier. Deuxième étape, création d'entreprise, pourquoi pas, entreprise qui marche ou qui ne marche pas. On verra d'ailleurs si ça a des incidences. Et puis ensuite, il y a la retraite. Si vous accompagnez une personne dans la durée, vous voyez les gens changer souvent de régime matrimonial ou au contraire, tout l'enjeu, c'est de conseiller en amont sur le bon régime matrimonial ? Alors, on a 2 types de personnes. Soit on a les personnes qui se sont mariées sans forcément avoir recours à un conseil avant le mariage, donc on va avoir un régime légal, donc le régime de la communauté. Soit on va avoir des personnes
qui ont bénéficié d'un conseil, notamment les gérants d'entreprise ou les artisans, qui vont être mariés en séparation de biens pour protéger généralement le conjoint et qui, leur situation évoluant, leur patrimoine grandissant, veulent faire participer leur conjoint à la création de richesses du patrimoine et vont venir nous voir en nous demandant comment protéger le conjoint et l'enrichir également. Bah oui, parce que tout à l'heure, on donnait l'exemple de... on ne veut pas que le conjoint soit solidaire des dettes, mais en même temps, dans le cas d'un achat immobilier, on veut que le conjoint, par exemple, puisse récupérer, en cas de décès, que le conjoint puisse récupérer l'appartement. Donc comment est-ce qu'on allie finalement d'un côté, on veut qu'il profite quand c'est positif, mais de l'autre, on veut le protéger quand c'est négatif. Alors, on peut mettre en place dans les régimes matrimoniaux, si on reprend l'exemple de la séparation des patrimoines, on a dit que les patrimoines étaient séparés, on peut venir créer une société d'acquet, qui est une bulle de communauté entre les conjoints, à laquelle on viendra apporter certains biens, ce qui pourrait être la résidence principale ou d'autres biens immobiliers. Donc ces biens seront communs, mais l'entreprise, si on reprend l'exemple de l'entreprise, restera un bien propre de monsieur, et donc les dettes resteront propre à monsieur. Société d'acquet, c'est un type de société, c'est comme une société, comme une SCI qu'on aurait pu créer pour une résidence principale. Non, ça n'a rien à voir. Non, le nom est trompeur. Oui, c'est société d'acquet, mais société, en fait, c'est la mise en société puisqu'on vient pas travailler ensemble, mais travailler ensemble sur le patrimoine. C'est une bulle de communauté. D'accord, une bulle de communauté. Voilà, l'ensemble des biens qui sont dans la société d'acquet sont communs, avec la mise en place d'avantages matrimoniaux, comme on disait tout à l'heure, notamment le préciput, qui permettent, par exemple, en cas de décès, au conjoint survivant de venir prélever certains biens dans la communauté avant tout partage et avant la liquidation du régime matrimonial et de la succession. D'accord. Venir pouvoir anticiper. Donc c'est une sorte de donation, une possibilité de donation à son conjoint avant des heures un peu plus sombres finalement. C'est ça. Voilà. Antoine Hurel, du coup, ça fait la transition est toute trouvée. Je voulais parler de la retraite, 2 minutes. Effectivement, on arrive à des âges un petit peu plus avancés. On a envie de se protéger. On a une partie de sa vie professionnelle qui est derrière nous. Et donc, on a une vision un petit peu plus définie du patrimoine qu'on va avoir jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que là encore, on peut se dire, tiens, je vais faire évoluer mon régime matrimonial ? Oui, souvent, et d'ailleurs c'est une grande partie de notre quotidien, c'est de recevoir des gens qui sont à l'aube de leur retraite ou déjà à la retraite et qui ont déjà constitué leur patrimoine, qui ont une vie avec des enfants d'une première union, pas d'une première union ou pas d'enfants. Donc tout ça, il y a des solutions évidemment différentes en fonction des cas. Mais oui, il y a souvent des adaptations. La première, c'est... le testament ou la donation entre époux dont on parlait, qui n'est pas une adaptation à proprement parler du régime matrimonial, mais qui est juste un contrat à côté, mais qui protège quand même suffisamment. Et puis on peut aller plus loin en faisant des adaptations de ce régime matrimonial, des communautés universelles. Donc ça, vous avez compris, c'est la super communauté. Je veux protéger complètement mon époux. Oui. J'oublie les enfants au premier décès. Et là, finalement, on peut dire, on s'est protégé, ou en tout cas, on a séparé un peu toute notre vie, mais là, allez, c'est bon, on rassemble tout, on a passé toute notre vie ensemble. Ce qui est souvent une mauvaise idée, parce que vous savez qu'en droit de succession français, plus on saucissonne, entre guillemets, le patrimoine, moins ça coûte cher pour les enfants. Si on fait d'une seule bulle en disant, hop, je mets tout à mon conjoint, et puis ensuite, les enfants récupéreront au deuxième décès, c'est souvent une douche fiscale pour les enfants. Donc tout ça est à regarder avec tempérament. On peut faire des choses beaucoup plus subtiles en faisant des clauses un peu à la carte, en disant, voilà, le conjoint pourra choisir un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on fait beaucoup. D'accord. On appelle un cantonnement. Donc c'est en cas de décès, le conjoint pourra choisir. Voilà, exactement, en fonction des impératifs fiscaux, des besoins des enfants, etc. Donc c'est des choses qu'on fait de plus en plus. La communauté universelle brute de décoffrage, moi, j'en signe plus aucune dans mon bureau. D'accord. Parce que c'est quand on ouvre aujourd'hui, on se dit mais on aurait fait différemment aujourd'hui, parce que finalement l'ardoise fiscale est quasiment 2 fois plus importante. Et il y a effectivement une notion de coût et de prix à prendre en compte. Et on a bien compris que selon les choix qu'on avait faits et selon les différentes étapes, ça peut ou coûter pas si cher que ça, ou coûter très cher. Je ne vous regarde pas en disant que c'est chez l'un ou chez l'autre, mais c'est selon les moments dont on a parlé. Ça peut coûter plus cher chez les notaires parce qu'on est aussi collecteur d'impôts. Donc oui, c'est vrai, forcément. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On avait un peu plus de 15 minutes pour parler de ce vaste sujet. Merci de m'avoir un petit peu aidé à le décrypter. Vincent Martin, ingénieur patrimonial chez Erez, et Antoine Hurel, notaire à Paris. Merci à vous également de nous suivre et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième demi-heure de Smart Patrimoine, juste après la publicité. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie d'émission en partenariat avec Club Patrimoine, où tous les jours à 13h30, nous donnons la parole aux experts du secteur et aux conseillers en gestion de patrimoine afin de décrypter leurs enjeux et leurs choix en cette rentrée. Nous avons d'ailleurs été rejoints pour cette deuxième partie par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine et pour cette deuxième partie de Smart Patrimoine. Au sommaire, le club macro tout d'abord et notre invité sera Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion. Et avec lui, on parlera SCPI et surtout SCPI en Allemagne. Et ensuite, dans le Club Action, Gilles Etcheberry-Garay, directeur général de Invest AM, nous dressera un état des lieux des principaux éléments macroéconomiques à retenir pour la rentrée. Et restez avec nous jusqu'à la fin, notre chroniqueur du jour, Igor de Mac, dirigeant et associé de Vital Épargne, nous parlera d'élections et surtout que faire de son épargne avant une élection présidentielle en France. On se retrouve tout de suite dans le Club Macro. Et bienvenue dans le Club Macro et Mathieu Navarre, directeur commercial de Paref Gestion, vient de nous rejoindre. Bonjour Mathieu. Bonjour Laura, bonjour Nicolas, merci de nous recevoir. Alors, on est ravis de vous avoir avec nous. On va parler de commerce en Allemagne et de ces pays en Allemagne. Alors, stop ou encore, c'est une question à laquelle vous allez pouvoir répondre. Parce que déjà, vous avez été les premiers chez Paref Gestion à aller en Allemagne en 2014. Alors, en effet, on est société de gestion de portefeuille immobilier. On a été pionnier en Allemagne. Et aujourd'hui, une partie plutôt significative de nos actifs sont en Allemagne, particulièrement sur l'immobilier de commerce. Donc, 2020 et toutes les évolutions qu'on a tous suivies ensemble ont été particulièrement d'actualité pour nous, en tout cas. Et alors, justement, en 2020, immobilier de commerce, pandémie, confinement, vente en ligne, essor de la vente en ligne. Est-ce que ça a été comme en France, ça a été compliqué ou la tendance a été un petit peu différente en Allemagne ? La tendance a été un petit peu différente. C'est-à-dire que ce qui a été très intéressant en Allemagne en 2020, c'est l'impact des mesures sanitaires qui ont été prises et qui, première chose, ont été prises par Länder. Donc, ce n'était pas centralisé, c'était plutôt décentralisé. Chaque région opérait un certain nombre de mesures en fonction de l'évolution de la pandémie. Et l'effet qu'on peut finalement traduire aujourd'hui avec du recul, c'est que ces mesures ont plutôt été en faveur des commerçants, en faveur des commerces, ont permis, via les distinguos qu'on connaît, commerce essentiel, non essentiel, de sauvegarder les commerçants. Et l'effet qui était plutôt inattendu, mais qui est favorable en tout cas pour cette classe d'actifs, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de compétition sur le marché parce que ces actifs ont démontré une certaine forme de robustesse, donc beaucoup plus de candidats à l'acquisition et donc structurellement des prix qui ont grimpé. Et c'est le sujet auquel nous avons dû faire face en tout cas en 2020. Oui, parce que vous pouvez nous rappeler ce que vous avez fait en 2020, parce que vous avez suspendu la collecte de Novapierre Allemagne 2. Vous pouvez nous rappeler pourquoi ? Alors, ce sont véritablement les 3e et 4e trimestres de 2020 qui ont été concernés par la hausse des prix sur les actifs commerciaux en Allemagne. D'accord. Et donc, c'est posé la question de savoir finalement comment, en tant que société de gestion, on investit. Il y a deux possibilités. Soit on est sur un fonds qui est déjà investi et l'une de nos SCPI est déjà investie, et là, c'est plutôt en faveur des valorisations, même s'il pourrait y avoir un effet sur le rendement, mais c'est en faveur des valorisations. Quand vous dites hausse des prix, c'est hausse des prix des loyers ou hausse des locaux, des prix d'achat des locaux ? C'est plutôt les prix d'achat. D'accord. Et donc, lorsqu'on est sur un fonds qui est plutôt en constitution, se pose la question de ce que l'on fait. Pour vous donner deux chiffres, mais qui sont marquants et qu'on pourrait reprendre d'ailleurs sur 2020, sur 2021, en 2020, 58% de l'ensemble des investissements réalisés en Allemagne le sont par des étrangers. C'est-à-dire la robustesse du système allemand. Ça positionne l'Allemagne comme le 2e pays d'investissement dans le monde après les États-Unis. Donc toute la question, en fait, c'est l'éternelle question de se poser, qu'on s'est posée en tant que société de gestion, qui est de dire, est-ce qu'il faut à tout prix, et l'expression n'a jamais été aussi bien choisie entre guillemets, à tout prix acheter aujourd'hui, quitte à acheter un rendement plus faible parce que j'achète plus cher, ou ne faut-il pas, et est-ce qu'il n'est pas préférable, d'attendre que le marché soit plus rationnel et revenir sur le marché rationnel. Et alors, pourquoi est-ce que les investisseurs vont en Allemagne ? On pourra en parler après, il y a des mesures fiscales. Moi, j'ai quand même une question, c'est quand on regarde les foncières commerciales, par exemple, les grandes foncières commerciales, si on regarde en bourse, Unibail, Rodamco, Westfield, par exemple, une des seules sociétés à afficher des résultats dans le rouge sur le 2e trimestre 2021, qui a dévissé en bourse sur l'ensemble de l'année 2020, on se dit, là, le secteur, c'est très très compliqué, voire c'est un peu mort depuis 1 an et demi. Et là, vous nous dites tout l'inverse en Allemagne. Donc du coup, 2 questions. La première, c'est comment comprendre ? Et la deuxième, du coup, pourquoi est-ce que je n'irais pas acheter en France plutôt qu'en Allemagne si les prix ont dévissé ? Alors je distingue vraiment dans l'échange, en tout cas, la foncière cotée, qui est sujette évidemment à un peu plus de spéculation. Bien sûr, évidemment, mais qui reflète quand même du coup une tendance. Qui reflète une tendance, absolument. Alors Unibail, c'est un cas extrêmement particulier. Et finalement, de la SCPI qui a affiché des taux de recouvrement qui sont quasi records. C'est-à-dire que si je le prends sur le territoire français, les SCPI de commerce ont eu des taux de recouvrement de quasiment de l'ordre de 90% sur le territoire français, en tout cas sur les fonds que l'on gère en France et investis sur le commerce, on est de l'ordre de 97 à 99% sur les SCPI
allemande. Et c'est là qu'il y a une forme finalement de résilience qui est extrêmement importante et qui attire, même s'il se pose évidemment, et encore une fois, la question des prix, mais la situation a bien évolué entre 2020 et 2021. Donc ils ont payé leur loyer et il n'y a pas eu de souci de recouvrement. Plus spécifiquement, je crois que Laura, vous avez cité le fonds Allemagne 2. Oui, Novapierre Allemagne 2, tout à fait. Vous êtes sur les commerces dits essentiels sur ces pays. Alors, en effet, on est particulièrement exposé au commerce dit essentiel, c'est-à-dire c'est tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est do it yourself, autrement dit les magasins de bricolage qui ont pu majoritairement rester ouverts. Donc, sur une partie significative du fonds à aujourd'hui, on est de l'ordre de 70% exposé au commerce essentiel. Et en effet, ça a été possible, notamment via la décision qu'on a prise, qui a été assez drastique, mais qui aujourd'hui, avec du recul, a été salutaire, qui était de se dire on n'accueille pas plus de capitaux d'une part, donc on stoppe la collecte, c'est ce que vous disiez justement Laura, et on attend un marché plus rationnel, et ça nous a permis de constituer un portefeuille qui aujourd'hui est à 100% investi, majoritairement sur de l'essentiel comme on l'a dit, et de manière juste, et en tout cas sur des actifs qui sont beaucoup plus rationnels en termes de prix et de rendement. Alors, Nicolas l'a évoqué, il a parlé de fiscalité. Alors, c'est vrai qu'avoir des parts de SCPI en Allemagne, ça, c'est vraiment favorable pour un investisseur français. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment ça fonctionne, que les gens comprennent bien? Oui, on peut le résumer assez simplement, parce que l'idée, ce ne serait pas de perdre tout notre auditoire. Lorsqu'on perçoit des revenus issus d'Allemagne, la première chose, c'est de payer son impôt. Donc, la tranche marginale d'imposition doit être acquittée. Néanmoins, le premier avantage à retenir, c'est que nous sommes exonérés de prélèvements sociaux. Et parallèlement à cela, cela ouvre droit à un crédit d'impôt qui finalement vient compenser la double imposition. Donc, premier élément dont il faut absolument tenir compte, c'est la communication sur un rendement qui est net versé par la société de gestion. Il ne s'agit pas de communiquer sur un brut, en tout cas par la gestion communique systématiquement sur un net versé. Et ensuite, on paye bien son impôt, on est exonéré de prélèvements sociaux et on a en plus de ça un crédit d'impôt qui nous est octroyé. Parce qu'on le paye en Allemagne et en France et du coup on a un crédit d'impôt qui vient compenser cet impôt-là. J'ai bien compris ce que vous nous avez dit? C'est à peu près ça, effectivement. C'est-à-dire que la SCPI paye un impôt sur les sociétés en Allemagne, et cet impôt sur les sociétés payées en Allemagne ouvre droit finalement à une compensation en France sous forme de crédit. En tant qu'investisseur français, effectivement. Donc en effet, c'est largement favorable. Et ça intéresse tous les investisseurs, tout type d'investisseurs, petits, grands En tout cas, ça intéresse tous les investisseurs de SCPI. On voit que la SCPI est de plus en plus répandue depuis des investisseurs plutôt jeunes en phase de constitution de patrimoine et jusqu'à des patrimoines qui sont plutôt largement constitués. Finalement, la SCPI allemande, au-delà du rendement et du rendement net, offre cet avantage complémentaire au-delà finalement du spectre d'investissement large, d'investisseurs larges qu'on peut voir en matière de SCPI en tout cas. Alors, pour regarder un petit peu les éléments du coup, je parlais du coup du confinement et du Unibail Rodamco Westfield pour essayer de comprendre effectivement pourquoi la tendance était différente. Il y a quand même une grosse autre tendance de fond aujourd'hui sur le commerce et qui peut freiner l'investisseur en SCPI, c'est la vente en ligne. Pourquoi du coup aller dans mon magasin en bas quand je peux aller chez Amazon et que du coup en plus le confinement a fait que je me suis rendu compte que ça marchait. Alors j'ai cité un site de vente en ligne, mais il y en a beaucoup. Comment est-ce que vous voyez vous ça dans l'investissement en SCPI et notamment de commerce? Alors on imagine que le commerce essentiel est un petit peu épargné, effectivement, mais pas totalement non plus. Comment est-ce que vous voyez cette évolution? En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, que lorsque début 2021, ces solutions commencent à se généraliser, et je reste véritablement sur l'Outre-Rhin, les commerçants Outre-Rhin l'ont déjà largement initié et largement en tout cas instauré dans leur méthode de vente, vente en ligne, click and collect, finalement tout ce qu'on a vu émerger tout début 2020. Et l'Allemagne, et ça a été très intéressant, a été l'un des premiers pays européens à reconfiner. Donc on a vu l'application par ces commerçants finalement de cela. L'impact a été assez impressionnant puisque finalement les ventes retail en Allemagne ont grimpé de 11% en mars 2021 par rapport à mars 2020, quasiment 6% en avril. Donc la réalité, elle est plutôt inverse. Elle est que les ventes retail, donc auprès des commerçants en Allemagne, est plutôt en croissance en 2021 par rapport à 2020. Et cela a un impact direct sur les transactions et sur les transactions de ces commerces qui restent extrêmement positives. On a retrouvé au premier trimestre les niveaux que nous connaissions en 2019. Je ne parle pas de 2020 parce que finalement, le premier trimestre 2020, n'avait pas encore ressenti les effets de la pandémie. Jouissait encore un certain nombre d'actifs qui glissaient de 2019. Donc
Voilà, ce serait pas rationnel et pas tout à fait représentatif vraiment du marché. Mais donc les transactions en 2021, on rejoint finalement les niveaux de 2019. On a beaucoup moins d'investisseurs étrangers sur le marché. Ils ont chuté quasiment de 38 points pour être à 35% et non plus 58 comme en 2020. Oui, donc il y a quand même une crainte d'une partie des investisseurs, parce que c'est logique avec la pandémie. Tout du moins, c'est redevenu à des niveaux qui nous semblent aujourd'hui beaucoup plus normaux. D'accord. Ils sont présents, ils sont là, ça reste quand même 35% des transactions immobilières outre-Rhin. Donc c'est important, c'est un marché qui est soutenu par les institutionnels et par les investisseurs étrangers, mais ce n'est plus effectivement les fameux 58%. Et puis, il y a un peu moins d'attentisme sur des actifs qu'on considérait, nous, comme un peu plus risqués. Je pense aux centres commerciaux. Donc, en fait, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on sort progressivement d'une situation qui était extrême en 2020, avec d'une part une pénurie d'actifs recherchés par les investisseurs, retail park, supermarché, commerce dit essentiel, alimentaire, et puis un attentisme très fort sur des actifs un peu plus risqués, à une situation qui est beaucoup plus normalisée, beaucoup plus d'actifs qui sont disponibles sur le marché, et puis une part des investisseurs étrangers qui a diminué. Et Mathieu, vous avez des équipes sur place? Comment vous sélectionnez les biens? Oui, alors nos asset managers, effectivement, nous sommes en partenariat avec des asset managers et un asset manager particulièrement qui s'appelle Principal, qui est sur place. Effectivement, le sourcing est un sujet qui est évidemment important. Nous sommes société de gestion, nous avons de l'épargne, tout du moins, à investir pour le compte de particuliers. La SCPI est un produit risqué, on le sait, qui a beaucoup d'avantages, mais qui a des risques de perte en capital, qui a des risques de diminution de sa performance. Et le rôle de la société de gestion, c'est bien investir. Et pour bien investir, il faut avoir un sourcing qui est dense, un sourcing qui est important pour aller chercher les meilleures opportunités. Donc effectivement, on est présent en local, en Allemagne, pour constituer les portefeuilles. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu, d'être venu sur le plateau. Merci Laura, merci Nicolas. On se retrouve tout de suite pour le Club Action. Le Club Action à présent, c'est avec Gilles Etcheberry-Garay, directeur général chez Invest AM, avec qui nous allons passer en revue les différents éléments macroéconomiques à suivre en cette rentrée pour vous, épargnants ou investisseurs, qui vous demandez à quoi va bien pouvoir ressembler cette rentrée économique dans un environnement certain pour certains ou incertain pour d'autres. Bonjour Gilles Etcheberry-Garay, bonjour, directeur général d'Invest AM. Bonjour. Il y a quelques éléments finalement qui semblent déjà assez évidents d'aborder en cette rentrée. Il y a les déclarations de Xi Jinping en Chine ou la prise de parole de Jérôme Powell lors du symposium de Jackson Hole vendredi dernier. On peut peut-être commencer par ça. Vous l'avez suivi, du coup, j'imagine, cette prise de parole. Une prise de parole qui n'a pas forcément livré les indices attendus, notamment sur le calendrier de réduction de soutien à l'économie américaine. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? C'est clair que le discours de Jérôme Powell a aménagé le court terme. Aujourd'hui, l'attitude de la Fed et la perception de l'attitude de la Fed par les marchés devient la variable clé d'évolution des marchés financiers, soit sur les taux, les devises ou les actions. On a des marchés actions qui sont extrêmement dépendants au niveau des taux. Et là, clairement, on voit que Jérôme Powell a été sensible aux appels du pied du Trésor et de Yellen, qui lui propose un poste si à court terme, il ne secoue pas trop les marchés. Quelque part, la Fed a choisi à court terme de ménager le chou, mais risque d'être contraint par la chèvre inflationniste d'ici 2020, 2021 ou début 2022. Et vous étiez déçu, vous, de ne pas avoir de calendrier spécifique comme beaucoup d'investisseurs l'attendaient? Parce qu'en fait, c'est un peu, entre guillemets, bon, ça fait un bout de temps maintenant qu'on s'attend à avoir une réduction du soutien de la Fed à l'économie américaine. La question maintenant, c'est plus de précision, encore plus de précision. On ne l'a pas. Est-ce que vous étiez déçu ou globalement, vous vous disiez, bon, c'est normal, en fait, il faut qu'on attende encore un petit peu? Déçu un petit peu, mais j'étais conscient que pourquoi est-ce que la Fed a toujours des taux à 0% alors qu'on a que 5% de croissance et 3% d'inflation, c'est que la stabilité des marchés en dépend. Et donc on sent bien qu'elle est un peu coincée aux entournures à ce niveau-là. Donc quelque part, ils ont choisi de devenir un peu passifs par rapport aux statistiques, en espérant que ça passe, plutôt que de prendre des décisions un peu plus proactives, risquant de secouer les marchés d'ici la fin de l'année. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, Jérôme Powell, sur une déclaration malencontreuse, a fait le pire mois de décembre depuis 1930, avec une fin d'année qui était à moins 10, moins 12 sur tous les marchés. Je pense qu'il a été un peu tétanisé et il se souvient de ça, et donc a choisi de prendre un peu de recul à court terme, mais le risque, c'est qu'il soit rattrapé par les faits, ou que la Fed soit rattrapée par les faits à moyen terme. Alors, quand est-ce que moyen terme
Ça, c'est une autre question. Du coup, Gilles, c'est vrai que ce qui s'est dit à Jackson Hole, le marché l'avait anticipé. Donc, si le marché l'a anticipé, il l'a joué, donc il n'y a peut-être plus grand-chose à gagner. On voit de toute façon qu'on a un momentum haussier qui est assez fort, et on a vu encore vendredi, ça s'est confirmé, puisque, pour en parler, on a un leadership de plus en plus étroit et centré sur la technologie américaine. Les affaires chinoises y ont contribué, mais on sent bien qu'on monte, mais on monte de plus en plus difficilement et avec sur les mêmes thèmes, quoi, je dirais. Et ça, c'est un peu compliqué. Bon, il reste quelques thèmes par ailleurs, on peut en parler sur l'énergie et des choses comme ça, mais c'est difficile. C'est difficile. Aujourd'hui, c'est difficile de faire des choix de gestion en lien avec la situation américaine ? De trouver des idées où il y a une potentiel de hausse raisonnable qui ne soit pas uniquement liée juste aux 5 ou 6 valeurs de la tech. Voilà, je dis, on a parlé du pétrole, on parle du dollar, des choses comme ça, mais ça devient compliqué de trouver des idées, je dirais, avec un profil de rentabilité intéressant et un risque contrôlé. Oui, parce que c'est vrai que vous venez de parler, d'évoquer le pétrole à l'instant. Le pétrole, c'est quelque chose que vous aimez bien. Quelle est votre position aujourd'hui ? C'est l'énergie en général. Pour nous, notre thème pour, je dirais, pratiquement la décennie, c'est qu'on aura une décennie d'énergie chère. Oui. Que ce soit l'énergie renouvelable, qui est absolument nécessaire, mais aussi le pétrole, qui est dans la transition peut-être le moindre mal, parce que le numéro 1, c'est le charbon. Je veux dire, le charbon, aujourd'hui, il est responsable de la moitié des émissions de CO2, et c'est ça qui doit être éliminé en priorité. Donc, les deux, que ce soit les énergies renouvelables ou l'énergie, nous, on est sur une thèse d'énergie chère pour les 10 années qui viennent. Et c'est assez inflationniste, donc ça rejoint une thème de montée de l'inflation progressive au cours de la décennie. Donc, un thème d'énergie chère sur lequel nous, on est assez présent, oui, effectivement. Et on voit bien que par rapport à une réduction des attentes de croissance, c'est un pic de croissance qu'on a en ce moment, on voit que le pétrole a plutôt bien résisté. Bien sûr. Parce qu'on a besoin de pétrole et on aura besoin d'un peu plus de pétrole qu'on ne pense dans la transition énergétique. Pour moi, effectivement, il y a pas l'important, c'est d'arriver à sortir du charbon. L'Europe l'a fait, les États-Unis l'ont fait. Maintenant, il faut que la Chine le fasse. Oui, ce que vous nous dites, c'est qu'on ne va pas arrêter le pétrole du jour au lendemain. Et donc, du coup, vous restez positionné dessus. Vous avez parlé de la situation chinoise également, qui est quand même un des gros autres sujets macroéconomiques de cette rentrée. Les déclarations de Xi Jinping, il y a maintenant 2 semaines, qui ont fait chuter d'ailleurs le CAC 40 sur toute la semaine. Ça concernait les populations chinoises les plus riches, l'éducation, mais également de mettre en place une sorte de régulation style RGPD, même si ce n'est pas exactement ça, mais en tout cas de réguler les techs. Ça aussi, pour vous, c'est le grand sujet à suivre à la rentrée ? Tout à fait. La décennie, la Chine va être un élément important de la décennie. La prise de contrôle totale de Xi Jinping est importante. Les enfants chinois vont étudier les pensées de Xi Jinping dans leur curriculum à partir de la rentrée. Donc on a vraiment on a quelqu'un qui est aussi puissant que Mao, voire plus aujourd'hui. Et sa politique, c'est maintenant... Le Parti communiste chinois vient de fêter son centenaire. Maintenant, il est le centenaire de la République populaire. Il a un certain nombre de choses. Des choses qui sont comme la reprise en main de Taïwan, qui sont potentiellement des problèmes géopolitiques. Mais ça, c'est pour plus tard. Mais aussi le maintien donc, du Parti communiste jusqu'au centenaire de la République populaire. Et en analysant ça, on a une reprise en main, je dirais, de l'économie et la partie la plus dynamique. Qui sont d'une part l'Internet. L'Internet chinois, quand même, va à moins 50% depuis le mois de février, avec d'abord Alibaba, puis Didi, et avec une interdiction d'aller se faire coter aux États-Unis. Donc, on avait un secteur qui était extrêmement dynamique, qui se retrouve un peu coupé. Et d'autre part, la problématique de l'inégalité. Et donc la taxation des milliardaires. Il y a plus de milliardaires en Chine aujourd'hui qu'aux États-Unis. Et là, la victime collatérale, c'est le luxe français. Et on voit quand même qu'on avait 2 secteurs. Est-ce que ce sera vraiment une victime ? C'est-à-dire, si jamais, peut-être qu'une personne n'achètera plus 10 sacs d'une certaine marque, mais est-ce que si 3 personnes achètent chacun 3 sacs ? Mais le problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la croissance du luxe est en Chine. Et c'est là où, effectivement, et c'est ça le problématique, c'est qu'on avait 2 secteurs qui étaient un peu le pendant de la tech américaine, qui était l'Internet chinois et le luxe européen, qui avait depuis 10 ans des progressions qui n'étaient pas aussi importantes, mais quand même très, très significatives, et là qui se sont retrouvés un peu, alors en tout cas très nettement pour l'Internet chinois cet été, un peu moins pour le luxe, mais on a vu que ça a été quand même assez radical après le discours du 18 août. Donc c'est quelque chose qu'on doit surveiller. Et surtout l'impact, en tout cas en Europe, puisque pour l'Internet chinois, c'est déjà fait. Maintenant, voir si ça se poursuit en Chine, parce que l'essentiel de la croissance du luxe depuis quelques années et dans les 5 ans qui viennent, vient de la consommation des ménages chinois les plus riches. Aujourd'hui, il y a plus de Chinois dans les 1% les plus riches que d'Américains. J'aimerais bien qu'on parle aussi des taux avec vous, Gilles. Parce que je sais que vous avez gagné beaucoup avec les taux.
Alors, vous aviez vu le sens de la baisse, donc ça, comment vous avez anticipé? Parce que c'est vrai que ce n'était pas si évident finalement. Ça vient de notre vision de l'inflation. L'inflation est un phénomène comme la marée, c'est un phénomène structurel, c'est-à-dire ça monte lentement, ça revient. On n'a pas un retournement de pièces comme on avait un peu vu en début d'année avec la victoire des démocrates en Géorgie. L'inflation est là, on va avoir 5%, c'est Weimar, non. L'inflation, c'est un phénomène structurel qui monte lentement, qui met 18 mois après la réouverture des économies à se générer. Et donc, par rapport à ça, la baisse des taux, en prix, la montée des taux en mars, paraissait exagérée. Donc, effectivement, à 1,75 sur le 10 ans américain, on s'est pas mal investi là-dessus. Mais pourtant, il y avait cette inflation qui était présente. Alors, ce que vous nous dites, c'est que finalement, c'est le phénomène transitoire. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord. Il y a deux types de transition. Il y a eu une vague, mais la marée n'est pas encore remontée. Voilà, exactement. Vous avez il y a la vague de transit de la reprise, de la remise en marche des économies. Et derrière, vous avez le phénomène plus structurel de manque de production, d'inflation, de manque de bras qui va se générer, mais qui va mettre 12 à 18 mois après la réouverture complète pour exister. Et qui, à mon avis, va être le changement majeur de la décennie. On essaie de réfléchir pas mal sur la décennie qui vient. Donc, effectivement, l'inflation structurelle va finir par apparaître, mais elle ne pouvait pas arriver aussi vite que ce qu'on anticipait en mars. C'est pour ça qu'on trouvait qu'on allait trop vite, plus vite que la besogne. Gilles, est-ce qu'on peut terminer très rapidement sur le positionnement de vos fonds, du coup? Voilà, alors, vous êtes très exposé aux États-Unis. Oui. Voilà, au dollar. Pour nous, le dollar, c'est la couverture en cas de mauvaise surprise, puisque si la Fed est contrainte à monter les taux, elle montera les taux d'intérêt sur le dollar. Ça sera la devise qui va monter le plus. Donc ça, c'est un peu notre couverture. On fait de l'énergie et on reste légèrement sous-exposé actions, mais vu que le momentum est quand même très puissant, on ne veut pas non plus louper trop de hausse pour nos clients. Donc c'est pour ça qu'on reste en essayant de trouver d'autres idées que la technologie américaine. Et c'est compliqué, mais on essaie d'y arriver. Merci beaucoup Gilles Etcheberry-Garay de vous être prêté à l'exercice de nous résumer en une dizaine de minutes à peine 3 grands enjeux macroéconomiques et du coup vos choix du coup dans ce contexte. Gilles Etcheberry-Garay, je rappelle que vous êtes le directeur général de Invest AM. Quant à vous, restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et on se retrouve dans le Club Expert et notre invité est sur le plateau, Igor Demac, dirigeant et associé de Vital Épargne. Bonjour Igor. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous épargne, bien sûr, mais surtout de qu'est-ce qu'on peut faire de son épargne avant les élections présidentielles en France. Est-ce qu'il faut justement, est-ce que ça a du sens de gérer son épargne en fonction des élections ? Alors, historiquement, non. Et on a eu une période assez agitée avec des élections de personnalités fortes comme M. Trump. Oui. On avait eu aussi le sujet du référendum sur le Brexit. On avait eu les gouvernements anti-euro extrêmes en Italie. Et à chaque fois, en fait, les stratégies qui consistent à penser que les marchés vont s'écrouler, qu'il faut tout vendre, se sont avérées très mauvaises puisque après le référendum sur le Brexit, le marché a mis quelques jours à remonter, Trump pareil, et j'allais dire l'élection de Joe Biden aussi où on pensait que la logique démocrate, un peu plus socialiste entre guillemets, allait contrecarrer le mouvement de croissance américain, et ça s'est pas du tout produit. Donc non, on ne gère pas son épargne avec sa carte d'électeur. En revanche, la politique a une influence notable sur l'économie. Oui. Et c'est bien ça que les épargnants essayent de piloter ou d'analyser. Et surtout, les marchés financiers en font des scénarios. Et ça se matérialise beaucoup sur les taux d'intérêt. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand, les marchés avaient beaucoup baissé. Ça, c'est pas... Ça... Oui, alors c'était déjà des marchés qui fonctionnaient un petit peu différemment. 80, c'est très avant même la naissance du CAC 40. Et pourquoi ça avait beaucoup chahuté? Et c'est le point central, c'est que les marchés financiers et les épargnants regardent finalement si les nouvelles gouvernances vont attaquer le système. Et il est clair qu'en 1981, les dispositions qui avaient été annoncées, qui ont été prises, étaient entre guillemets anticapitalistes, surtout quand on voit le virage après très libéral dans la mouvance Reagan-Thatcher que le gouvernement Fabius a pris. Et donc oui, ça peut créer de la volatilité et de la crainte. Bien sûr, si on dit aux investisseurs, aux épargnants, on va beaucoup plus vous taxer, on va réduire la liberté d'entreprendre, évidemment, les marchés financiers, qui sont une dérivée première et seconde de l'économie, va être impacté. Et c'est bien ça qui fait un peu peur à chaque fois qu'il y a des situations extrêmes qui se présentent dans les sondages. Alors justement, effectivement, peut-être que
post-élection, l'économie reprend son cours, ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille pendant toute la période électorale. Ça va créer plus de volatilité, plus de crainte en fonction des annonces des différents candidats. Et plus le candidat est crédible, plus l'annonce peut faire peur. Est-ce que ça ne veut pas quand même dire qu'il faut essayer de se protéger un petit peu contre différents mouvements de marché ou contre cette volatilité, justement? Par exemple, je citais les taux d'intérêt, qui est un métronome et très puissant de l'appréciation du risque, notamment l'écartement du spread, de l'écart de taux entre le 10 ans allemand et le 10 ans français. On sait qu'avant l'élection d'Emmanuel Macron, les marchés anglo-saxons avaient beaucoup surjoué, en fait, même si électoralement, en nombre de voix, les sondages étaient... D'ailleurs, les sondages sont relativement bons, sauf quand ils n'ont pas une matière vraiment très simple à analyser, mais en France, le corps électoral, on le sait, est quand même assez bien identifiable. Eh bien, oui, sur les taux d'intérêt, ça peut créer des opportunités. Jouer à la baisse, par exemple, se dire le taux de 10 ans français, il va augmenter parce qu'il va y avoir des craintes. Donc oui, ça peut plutôt, moi je dirais, en termes de protection, c'est pour les investisseurs un peu tactiques, ça peut leur permettre de faire des coups, entre guillemets, avant des élections, sur des mouvements de taux. Les mouvements des marchés actions, les actions internationales ne sont pas trop dirigées par l'élection présidentielle française, entre guillemets. Aux États-Unis, où les décisions, comme on en parlait tout à l'heure, du président chinois, elles ont beaucoup plus d'impact. Laura, je t'en prie, vas-y. Merci Nicolas. Mais du coup, ce que les marchés ont en tête finalement, enfin ce que les marchés veulent savoir, c'est ce que le gouvernement a en tête. C'est vraiment ça finalement qui est important. Oui, alors entre ça, c'est difficile de le savoir. Le programme, les annonces, l'élection et la réalisation, et puis la réalité du terrain de l'économie et de la politique, on l'a bien vu avec le quinquennat qui va s'achever d'Emmanuel Macron, il y a un monde, puisque finalement, quand on regarde ce qui a été fait, il y a eu une grosse action sur la pression fiscale. Mais sur le reste, on ne peut pas dire que nos comptes publics, évidemment il y a le Covid, mais peu importe, je veux dire, ce qui se passe dans la vie réelle, la politique a beau avoir beaucoup de projets, on se rend compte qu'elle ne maîtrise pas non plus grand-chose. C'est l'économie globale qui a vraiment un gros pouvoir. Et en fait, il faut, pour les marchés financiers, plutôt avoir des gouvernements pragmatiques, voire soporifiques, entre guillemets, mais qui sont très à la gestion du pays, au jour le jour, plutôt que des grandes idées novatrices, puisqu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'imprévus et qu'il faut être capable d'y faire face. C'est presque déprimant ce que vous nous dites, c'est que finalement, en fait, il faut regarder les élections chinoises ou américaines, mais pas les élections françaises pour gérer son épargne. Ça me fait penser à une anecdote. Un jour, j'étais en Chine, j'allais à la muraille de Chine et le guide chinois me demandait si on avait plusieurs partis en France. Et je lui disais oui. Et il m'a fait la réflexion suivante en me disant mais c'est vraiment très inefficace parce que personne n'a la même idée et en fait rien n'avance et donc c'est mieux notre système. Bon, alors c'est une anecdote. C'est une vision. Voilà, vision. Il y a une autre anecdote, c'est vous savez la période où la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant très longtemps. Les comptes publics ont été très bien gérés, les affaires courantes ont été gérées. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas dans la politique des choses à faire, et puis des grands mouvements ou des grandes idées. Mais aujourd'hui, la gestion politique d'un pays est, à mon avis, beaucoup plus une gestion qu'une transformation, parce qu'on le voit bien en France, c'est très compliqué. Et le dernier point, c'est qu'en fait, l'épargnant français, ce qu'il regarde, c'est est-ce que la fiscalité va monter, est-ce que je vais perdre des avantages sociaux ? Et est-ce que je regarde également les entreprises? Est-ce que mon activité va être facilitée ou au contraire va avoir plus de complications? En tout cas, donc c'est assez clair que selon vous, Igor de Mac, il ne faut pas gérer son épargne en fonction d'une échéance présidentielle. Merci beaucoup, Igor de Mac. Je rappelle que vous êtes dirigeant et associé chez Vital Épargne. Merci également, Laura, d'avoir animé cette émission avec nous tous ce lundi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain.